Le jour du mariage de notre fille, mon mari et moi avons vu notre photo à l'entrée avec un panneau « Ne pas laisser entrer ce couple ». Nous avons fait demi-tour en silence et sommes partis. 3 heures plus tard, elle a compris que son mariage s'était terminé précisément au moment où nous étions rentrés à la maison. Bonjour à vous, chers auditeurs. Avant de commencer à raconter cette histoire difficile de ma vie, je vous demande de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, mettez un j'aime et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. C'est très important pour nous. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin-là, je ne me suis pas réveillé au son du réveil, mais à cause du silence. Vous savez, il y a parfois ce silence particulier, vibrant, juste avant une tempête ou une grande fête. Pour moi, ce jour était les deux à la fois. Je suis resté allongé quelques minutes, fixant le plafond de notre vieil appartement, et j'ai mentalement parcouru la liste que j'avais en tête depuis 6 mois. Pas une liste de courses, non. C'était la partition d'une symphonie complexe, dont j'étais la chef d'orchestre, tout en restant dans l'ombre. Les faisans. Ils devaient être livrés à 6 heures du matin précise depuis une ferme privée près de Voronezh. J'avais personnellement vérifié la qualité de la volaille, personnellement appelé le propriétaire pour lui rappeler que c'était pour ma petite étoile, ma fille. Les nappes en lin, vintage, couleur crème, avec une broderie Richelieu faite à la main. Elles n'avaient été sorties des réserves que grâce à mon nom. Les fleurs, pas de roses vulgaires, seulement des fleurs des champs associées à des orchidées rares, comme le voulait Camilla. Tout était réglé au millimètre, à la seconde, jusqu'au dernier souffle. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. La ville se réveillait à peine, mais je sentais déjà l'odeur du succès. J'avais consacré 40 ans à la restauration. Pendant 40 ans, j'avais nourri des ministres, des stars et des oligarques, restant cette femme stricte en tailleur noir qui veillait à ce que la soupe ne refroidisse pas et que les verres brillent. Et pendant toutes ces années, j'avais mis de côté chaque centime, me privant de vacances, d'un nouveau manteau de fourrure, de rénovation, pour un seul et unique jour. Le jour où ma Camilla deviendrait une princesse, pas comme moi, une travailleuse acharnée sentant toujours la cuisine, mais une vraie dame. Ermalé ne dormait plus. Il était assis dans la cuisine, entièrement habillé, et buvait du thé. Son vieux costume gris était impeccablement repassé. Sa chemise blanche était craquante. Il avait l'air solennel et un peu effrayé. « Violetta » demanda-t-il doucement, sans lever les yeux de sa tasse. « Es-tu sûr que nous sommes à la hauteur ? Les Wiazemski, ce sont, tu comprends, des contes, même s'ils sont d'anciens contes. » Je me suis approché de mon mari et j'ai posé ma paume sur son épaule. Je sentais à quel point ses muscles étaient tendus. « Hermosha, arrête. Nous ne sommes pas seulement à la hauteur, nous sommes les parents de la mariée. Et nous avons payé pour ce banquet. Chaque fourchette, chaque serviette là-bas, c'est le fruit de notre travail. Les Wiazemski donnent le nom de famille, mais nous donnons la vie. Souviens-toi de ça. » J'ai enfilé ma plus belle robe. Stricte, couleur chocolat noir, longue, couvrant les genoux. Aucune extravagance, juste une modeste broche sur le revers de la veste. Nous n'essayions pas de paraître plus riches que nous ne l'étions. Notre richesse était ailleurs, dans notre dignité et dans le fait que nous avions réussi à faire l'impossible pour notre fille. Nous sommes descendus à la voiture. Notre vieille et fidèle Toyota semblait modeste à côté du parc automobile qui devait déjà converger vers le domaine. Mais l'intérieur était impeccablement propre, et Ermalé conduisait avec tant de soin, comme s'il transportait un vase de cristal. La route hors de la ville a pris environ 1 heure. Nous n'avons presque pas parlé. Chacun pensait à ses propres affaires. Je me souvenais de mes négociations avec Trifon Demidovitch. Un vieil ami, propriétaire d'un luxueux domaine historique au bord de la rivière. Au début, il avait grogné, disant que sa liste d'attente était pleine pour les 2 prochaines années, mais en apprenant que c'était ma Camilla qui se mariait, il avait simplement fait un geste de la main. « Pour toi, Violetta Fominichna, je décrocherai la lune. Prends le domaine pour samedi. On réglera ça plus tard, au nom de notre vieille amitié. » Camilla, bien sûr, a dit à son fiancé que c'était grâce à ses relations, qu'elle avait presque acheté le domaine. Je ne l'ai pas corrigé. Qu'elle soit fière. L'important, c'était le résultat. Au loin, les portes en fer forgé du domaine sont apparues. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je m'attendais à voir les portes grandes ouvertes, décorées de fleurs, des valets souriants, de la musique venant du parc.
Après tout, j'avais moi-même approuvé le scénario de l'accueil des invités. Mais les portes étaient fermées. Ermalet a ralenti, fronçant les sourcils avec perplexité. Violetta, pourquoi est-ce fermé? Peut-être que nous sommes en avance ou qu'ils ont fait une entrée de l'autre côté? Non, l'entrée est ici, ai-je répondu, sentant un froid s'installer en moi. Approche-toi. Près des massives portes en fonte se tenaient deux gardes. Ce n'étaient pas les hommes de Tryphon. Je connaissais tout le personnel du domaine par cœur, chaque garde, chaque jardinier. Ces deux-là étaient des étrangers, en uniforme noir sans insigne, avec des visages de pierre, impénétrables. Ils se tenaient les jambes écartées, comme s'ils gardaient un site militaire, pas un mariage. Nous nous sommes approchés. Ermalet a coupé le moteur. Le silence dans l'habitacle est devenu cotonneux. Directement sur la partie centrale des portes, grossièrement fixée avec du ruban adhésif sur les élégantes volutes en fer forgé, était accrochée une grande affiche. C'était une feuille de format A3, plastifiée pour ne pas être abîmée par la rosée du matin. J'ai plissé les yeux. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, mais j'ai tout de suite compris l'essentiel. C'était une photo. Notre photo, à Ermalet et moi. Celle que j'avais envoyée à Camilla par messagerie il y a à peine une semaine. Nous étions assis dans notre datcha, fatigués après avoir désherbé les parterres, en simple t-shirt, avec des tasses de thé, et nous rions. C'était une photo très personnelle, chaleureuse, que j'avais envoyée avec la légende « Nous t'aimons, ma chérie, nous avons hâte d'être à samedi ». Maintenant, cette photo était défigurée. Sur nos visages heureux, il y avait un énorme tampon rouge criard. Ne pas laisser entrer ce couple. Menace à la sécurité. Entrée interdite. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. L'air s'est coincé dans ma gorge. J'ai entendu Ermalet halter convulsivement. Violetta. Sa voix s'est brisée en un murmure. Qu'est-ce que c'est? Une blague? Un jeu? Je ne pouvais pas répondre. Je regardais mon sourire sur la photo, barré d'une croix rouge. Ce n'était pas juste un refus, c'était un reniement public. On nous avait exposés comme des criminels, comme des vagabonds sales qu'on ne pouvait pas laisser entrer dans une maison décente. Et le plus terrible, c'est que c'était elle qui leur avait donné la photo. Personne d'autre n'avait ce cliché. L'un des gardes s'est approché paresseusement de la voiture, sans même se pencher vers la fenêtre. Il a simplement tapoté le capot avec sa matraque et a fait un geste de la main pour que nous fassions demi-tour. Partez. Mon regard a lentement glissé vers le haut, au-delà des portes, là où, derrière les tilleuls, on apercevait la façade du manoir. Là, au deuxième étage, il y avait un balcon avec vue sur l'allée d'entrée. Et je l'ai vu. Camilla se tenait près de la balustrade. Elle portait cette fameuse robe pour laquelle nous avions donné toutes nos économies des 5 dernières années. Dentelle la plus fine, 1 millier de perles. Elle était magnifique. À côté d'elle se tenait une femme avec un grand chapeau, Albertina Gustavovna, la mère du marié. J'attendais que ma fille nous voie, qu'elle voie cette affiche honteuse et qu'elle sorte en courant, qu'elle se mette à crier sur les gardes, à arracher cette horreur. J'attendais de la peur, de l'incompréhension. Mais Camilla souriait. Elle regardait droit vers notre voiture. Elle nous voyait. Elle voyait l'affiche, et sur son visage, il n'y avait pas l'ombre d'une gêne. Au contraire, c'était un sourire de soulagement. Elle a dit quelque chose à sa belle-mère en nous montrant d'un geste élégant, et celle-ci a hoché la tête en signe d'approbation, couvrant sa bouche d'un mouchoir en dentelle pour cacher un petit rire. Et puis ma fille, ma Camilla, pour qui j'avais passé 40 ans au fourneau, a levé une coupe de champagne. Elle a trinqué en notre direction. Ou plutôt, elle buvait au fait que le problème de ses parents modestes avait été résolu si efficacement, au fait que nous n'allions pas déranger ces invités aristocratiques avec nos costumes bon marché et nos visages simples. Elle a bu une gorgée et s'est détournée, retournant à la fête que nous lui avions payée. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'est de l'eau, et à cet instant, tout en moi s'est glacé, se transformant en une glace sèche et piquante. C'était un sentiment étrange, pas de la douleur, mais une clarté soudaine et absolue. Comme si quelqu'un avait essuyé une vitre embuée, et que le monde derrière n'était pas festif et lumineux, mais gris et d'une netteté écœurante. J'ai posé ma main sur l'avant-bras de mon mari. Sous le tissu fin de sa veste, ses muscles vibraient d'un tremblement fin et pitoyable. Il regardait le dos de sa fille s'éloigner, les portes du balcon se fermaient, et son visage vieillissait à vue d'œil.
Les rides devenaient plus profondes, comme si elles avaient été tracées au couteau. Ermallay, ai-je dit doucement. Ma voix était aussi régulière que le tic-tac d'un métronome. Fais demi-tour. Il a cligné des yeux, détachant avec difficulté son regard du manoir. Violetta, mais comment? Peut-être qu'il faut appeler? C'est peut-être une erreur? Il n'y a aucune erreur. J'ai serré sa main un peu plus fort, le ramenant à la réalité. Nous ne sommes pas invités. Nous avons été mis à la porte. Rentrons à la maison. Ermallay a pris une inspiration saccadée, a passé une vitesse, et notre Toyota a lentement, avec le crissement du gravier sous les roues, décrit un arc devant les portes fermées. Les gardes ne nous ont même pas regardé partir. Pour eux, nous n'étions que des déchets que le vent avait balayés de la route. Le chemin du retour fut une torture. Nous avons roulé en silence total. La radio était éteinte. Ermallay regardait droit devant lui, agrippé au volant si fort que les jointures de ses doigts étaient devenues blanches. Moi, je regardais par la fenêtre latérale les troncs d'arbres qui défilaient, les champs inondés d'un soleil qui me semblait maintenant faux, comme une dorure sur un bijou bon marché. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas une décision spontanée. L'affiche était plastifiée. Les gardes avaient reçu des instructions. Camilla avait planifié cela depuis des semaines, peut-être des mois. Pendant que je choisissais les serviettes, pendant qu'Ermallay recomptait ses économies de retraite pour payer l'orchestre, elle savait déjà que nous ne serions pas là. Nous n'étions utiles pour elle que comme un portefeuille qu'on peut jeter une fois qu'il est vide. Elle n'avait pas seulement honte de nous, elle nous avait annulés. À mi-chemin de la ville, Ermallay a soudainement sangloté. Une seule fois, un sanglot court et sec. Pourquoi, Vita, a-t-il demandé, m'appelant par le surnom qu'il n'utilisait que dans sa jeunesse. On a tout fait pour elle. Ne demande pas, ai-je coupé court. La pitié était dangereuse maintenant. Si je commençais à le plaindre ou à me plaindre moi-même, je m'effondrerais. Et je devais rester entière. Je devais agir. J'ai ouvert mon sac à main, un vieux sac en cuir usé au coin. Au fond, sous un paquet de mouchoirs en papier et un étui à lunettes, se trouvait un objet que je n'avais pas sorti depuis 2 ans. Mon carnet noir. C'était un épais carnet à la couverture en simili-cuir, gonflé de cartes de visite et de notes. Il contenait toute ma vie. 40 ans de travail. Les numéros de téléphone des meilleurs fournisseurs, des propriétaires de restaurants, des chefs, des fleuristes et, bien sûr, des maîtres d'hôtel. Ce carnet ne contenait pas seulement des contacts, mais des dettes. Des gens que j'avais aidés à démarrer leur carrière, des gens que j'avais sauvés du licenciement. Des gens qui savaient que si Violetta Fominishna appelait, c'était que l'affaire était sérieuse. J'ai feuilleté les pages, cherchant la lettre P. Pavel. Pacha. En ce moment, il était le maître de cérémonie du mariage, le maître d'hôtel en chef qui supervisait chaque mouvement des serveurs. 15 ans plus tôt, je l'avais embauché, un jeune étudiant, pour faire la plonge dans la salle de banquet du Métropole. Je lui avais tout appris, comment servir le vin sans renverser une goutte, comment calmer un invité ivre, comment se tenir droit même quand on tombe de fatigue. Il m'appelait Maman Violetta. J'ai composé le numéro. Les sonneries étaient longues, traînantes. J'imaginais l'agitation là-bas, au domaine, les invités s'installant à table, attendant avec impatience le premier toast. Allô, Madame Violetta Fominishna? La voix de Pavel était essoufflée, mais joyeuse. Vous arrivez bientôt? On a un peu de retard pour placer les invités. C'est Albertina Gustavovna qui a fait un scandale pour les cartons de table, mais j'ai tout réglé. On n'attend plus que vous et le papa. J'ai regardé la route. Nous entrions dans la ville. Les immeubles gris nous entouraient, nous ramenant à notre monde habituel. Pacha, écoute-moi attentivement, les jeux interrompus. Mon ton était le même que celui que j'utilisais autrefois pour le réprimander pour ses manchettes sales, glaciales et n'admettant aucune objection. Nous ne viendrons pas, quoi? Il était déconcerté. Comment ça, vous ne venez pas? Il s'est passé quelque chose? La voiture est en panne? Je vous envoie un chauffeur tout de suite. Non, Pacha. Écoute et ne m'interromps pas. Le sponsor a quitté le projet. Quel sponsor? Il ne comprenait pas. Il était encore en mode festif. Moi, ai-je dit sèchement. Je suis le sponsor de ce banquet.
Je suis la cliente. J'annule ma présence et mes engagements. Dès maintenant. Un silence s'est fait au bout du fil. J'entendais le bruit de fond de la fête, des rires, le tintement des verres, les sons lointains d'un violon. Ce monde n'existait que parce que je l'avais payé. Madame Violetta, je ne comprends pas, la voix de Pavel a tremblé. C'était un garçon intelligent. Il commençait à comprendre. Tu te souviens du point 4.2 de notre contrat de service standard? Celui que nous avions rédigé ensemble pour les clients professionnels. Annulation de la présence du client, a-t-il marmonné automatiquement. Exactement. En cas d'absence du client à l'événement, le format du service change. Pacha passe le banquet en mode commercial. Mais Madame Violetta, il y a 200 personnes. Il y a du caviar noir, des faisans. Il y a pour un demi-million de vins déjà ouverts. À partir de cette seconde. Je martelais chaque mot, regardant mes mains tranquillement posées sur mes genoux. Tout ce qui est servi sur les tables doit être payé sur le champ. Le sponsor est parti. Le bar ouvert, c'est fini. La cuisine, stop. L'alcool, stop. Toute commande passe par la caisse. Ils vont me tuer, a chuchoté Pacha. Sa voix était pleine d'horreur. Ils ne te tueront pas, l'ai-je rassuré. Tu ne fais que ton travail. Dis-leur que le compte du client a été bloqué. Et une autre chose, Pacha. Le vin de la réserve spéciale. Celui que j'ai apporté personnellement hier. Ferme la cave. Mets la clé dans ta poche. C'est ma propriété personnelle, pas une partie du service traiteur. Compris, a-t-il répondu d'un ton différent. Le ton d'un professionnel qui a reçu un ordre en situation de crise. Je passe en mode paiement direct. Dois-je l'annoncer aux invités? Non. Que la surprise soit progressive. Commence par les serveurs. Qu'ils arrêtent le service. J'ai appuyé sur le bouton pour raccrocher. L'écran du téléphone s'est éteint. Je l'ai remis dans mon sac et j'ai fermé le fermoir avec un claquement sec. Ermalais m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait de la peur mêlée d'admiration. Que as-tu fait, Violetta? J'ai simplement cessé d'être une mère, Ermalais. Ai-je répondu, regardant droit devant moi l'asphalte gris. Et je suis devenu ce qu'ils me considèrent être, du personnel de service. Et le personnel, comme on le sait, ne travaille que pour de l'argent. Le téléphone dans mon sac n'a pas sonné. Pas encore. Je savais qu'il faudrait encore une vingtaine de minutes avant que l'onde de choc de la pierre que j'avais jetée dans l'eau n'atteigne le rivage. Pendant ce temps, au domaine de Trifon Demidovitch, comme je l'avais prévu, une scène bien différente se déroulait. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais 40 ans d'expérience me permettaient de reconstituer les événements à la seconde près. Je connaissais le rythme d'un banquet. Je savais comment une salle respirait. Les invités avaient déjà pris place à leur table, installés dans le jardin à l'ombre de tilleuls centenaires. Un chapiteau d'un blanc immaculé les protégeait du soleil. Une légère brise faisait onduler les bords des nappes. L'orchestre jouait quelque chose de léger, de discret, du Vivaldi ou du Mozart. Camilla était assise en bout de table, à côté de Julien. Elle rayonnait. Elle se sentait comme une reine qui venait de réussir un coup d'état. Les parents absents. La honte éliminée. Autour d'elle, que des siens. Des gens de la haute société, qu'elle aspirait tant à rejoindre. Albertina Gustavovna, ajustant son collier massif, devait déjà être en train de taper avec sa fourchette sur son verre, demandant l'attention pour le premier toast. Mais quelque chose n'allait pas. Les serveurs, mes garçons et mes filles, entraînés par moi jusqu'à l'automatisme. Normalement, à ce moment-là, ils auraient dû glisser silencieusement entre les tables, versant le vin pétillant et proposant des canapés au caviar. Mais maintenant, ils se déplaçaient différemment. Étrangement, de manière saccadée. Ils se sont figés. Pavel, après avoir reçu mon appel, n'a pas perdu de temps. Il a traversé la salle d'un pas rapide, donnant au passage de courtes instructions dans son oreillette. Les serveurs en chef hochaient la tête, leur visage devenant sérieux. Les sourires disparaissaient. Les plateaux d'amuse-gueule, qui étaient déjà levés, sont redescendus sur les tables de service. Je vous demande pardon. A dit poliment mais fermement un jeune serveur en retirant une bouteille de champagne coûteux juste sous le nez d'un oncle corpulent du marié qui tendait déjà la main. Pause technique.
La musique s'est soudainement arrêtée. Le violoniste a baissé son archet, regardant avec perplexité le chef d'orchestre, à qui quelqu'un venait de chuchoter quelque chose à l'oreille. Dans le silence qui s'est installé, le cliquetis des couverts a retenti de manière particulièrement forte et déplacée. Camilla a froncé les sourcils. Elle a regardé autour d'elle, cherchant Pavel des yeux. Et, a-t-elle crié en claquant des doigts. Ce geste m'avait toujours irrité chez elle. On appelle un chien comme ça, pas un maître d'hôtel. Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Où est le vin? Les invités ont les verres vides. Pavel s'est approché de la table des mariés. Il était impeccable dans son frac, mais dans ses yeux, il n'y avait plus cette obséquiosité que Camilla avait l'habitude de voir. Il la regardait comme on regarde un client dont la carte de crédit vient d'être refusée. « Madame » a-t-il dit sèchement. Pas Camilla Violetovna, mais une madame impersonnelle. Nous avons rencontré des difficultés pour accéder à la réserve d'alcool. Quelle difficulté? Est intervenue Albertina Gustavovna, gonflant ses narines avec colère. Vous ne savez pas ouvrir une bouteille? C'est du cristal. Nous avons payé pour ça. Je crains que non, a répondu calmement Pavel. La cave à vin et l'alcool premium sont la propriété privée du sponsor de l'événement. Comme le sponsor n'est pas présent sur le site et n'a pas autorisé l'ouverture de la réserve, l'accès est fermé. J'ai la clé, mais je n'ai pas le droit de l'utiliser sans un ordre direct du propriétaire. Camilla a pâli. Les taches de rouge sur ses joues sont devenues écarlates. Quel sponsor? De quoi parlez-vous? C'est mon mariage. C'est moi la maîtresse de maison ici. Servez le vin immédiatement. C'est votre mariage, sans aucun doute, a consenti Pavel. Et dans sa voix, on pouvait déceler une pointe d'ironie à peine perceptible. Mais le contrat de service n'a pas été conclu avec vous, et le paiement des articles premium n'a pas été effectué par vous. Un murmure a parcouru la salle. Les invités ont commencé à échanger des regards. Quelqu'un a eu un rire nerveux. Julien, le marié, était assis, la tête rentrée dans les épaules, et tripotait sa serviette. Il avait l'air de vouloir devenir invisible. C'est scandaleux, a crié Albertina Gustavovna. Elle s'est levée, renversant sa chaise. Je vais porter plainte. Je vais détruire votre entreprise. Nous exigeons d'être servis. Nous avons faim, après tout. Où est le premier plat? Où sont les faisans? Pavel n'a même pas scié. Il a sorti du dossier qu'il tenait sous le bras une fine feuille de papier et un stylo. La cuisine est prête à continuer le travail, a-t-il dit en tendant la feuille à la belle-mère. Mais en raison de l'absence de confirmation de paiement de la part du client principal, nous sommes passés à un système de paiement direct. Albertina Gustavovna a arraché la feuille. Ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture pour la première heure de location du site et les frais de service pour l'apéritif, a expliqué Pavel à voix haute, pour que les tables les plus proches entendent. Comme le titulaire du compte a quitté l'événement, conformément à la clause de force majeure du contrat, le paiement incombe aux organisateurs présents, c'est-à-dire à vous. Le montant à payer est de 250 000 roubles. Paiement immédiat, s'il vous plaît, par carte ou en espèces. Le silence dans le jardin est devenu absolu. Même les oiseaux semblaient s'être tus. 250 000 pour une heure. Et ce n'était que le début. Camilla a bondi, le souffle court, comme un poisson hors de l'eau. Vous mentez, a-t-elle crié, sa voix devenant stridente. Maman a tout payé. Tout. Vous essayez juste de nous extorquer de l'argent. Je vais appeler. Je vais appeler la police. Appeler, a dit Pavel avec indifférence en haussant les épaules. Mais je vous recommanderais d'abord d'appeler votre mère, si elle daigne répondre, bien sûr. En attendant que la facture soit payée, le service est suspendu. Serveur, quittez la salle. À son signal, comme par magie, tout le personnel aux 30 personnes en gants blancs s'est simultanément retourné et s'est dirigé vers la sortie du chapiteau. Ils partaient en silence, avec dignité, laissant les invités seuls avec leurs assiettes vides et leurs bouteilles fermées. C'était un spectacle terrible pour la haute société. Se retrouver sans domestique, sans nourriture, seuls face à leur impuissance. J'ai imaginé le visage d'Albertina Gustavovna à ce moment-là, regardant la facture comme une condamnation à mort. Ses mains tremblaient. Elle a tourné son regard vers son fils, vers Julien, cherchant du soutien,
mais il a juste baissé la tête un peu plus. Dans notre voiture, qui approchait déjà de la maison, Ermalay a soudainement rompu le silence. Ils vont commencer à appeler maintenant, Vita. Qu'est-ce qu'on va leur dire? J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Le premier appel. Ma chérie. La photo de Camilla souriant en fond d'écran. Rien, ai-je répondu en faisant glisser mon doigt sur l'écran et en appuyant sur rejeter. Nous ne dirons rien. Aujourd'hui, nous sommes en congé. J'ai complètement éteint le téléphone. L'écran est devenu noir, reflétant mon visage calme et fatigué. Nous étions presque à la maison, mais je savais que la vraie tempête était encore à venir. Après tout, je n'avais tiré que sur un seul fil, et j'avais toute la pelote entre les mains. La clé a tourné dans la serrure avec un doux déclic, nous laissant rentrer dans le silence de notre appartement. Ici, dans le couloir, ça sentait les vieux livres et la menthe séchée, l'odeur de notre vraie vie, celle que Camilla avait si ardemment tenté d'effacer. Ermalay et moi sommes entrés sans nous déchausser, comme des invités dans notre propre maison. Il s'est affalé sur le pouf de l'entrée, voûté, et s'est couvert le visage de ses mains. Ses épaules ont recommencé à trembler, mais cette fois sans un bruit. Vita? Sa voix était étouffée par ses paumes. Est-ce qu'on n'est pas trop cruel? On aurait peut-être dû simplement partir et c'est tout, leur laisser la nourriture. Il y a des gens là-bas, des invités. J'ai enlevé ma veste et je l'ai soigneusement accrochée sur un cintre. Mes mouvements étaient lents, automatiques. Cruel, ai-je répété en allant à la cuisine et en mettant la bouilloire sur le feu. Ermalay, ce qui est cruel, c'est d'accrocher la photo de ses parents avec une pancarte menace à la sécurité. Ce qui est cruel, c'est d'avoir honte des mains de son père qui a travaillé en double poste pour payer ses tuteurs. Nous ne faisons que rétablir l'équilibre. La bouilloire s'est mise à siffler. J'ai sorti 2 tasses, nos préférées, avec les petites fissures que Camilla nous suggérait toujours de jeter. Mais le domaine? Ermalay a levé vers moi des yeux pleins de confusion. Camilla a dit à tout le monde que c'était son douaire, que nous l'avions acheté pour elle. Je me suis figé, la boîte de thé à la main. Voilà le nœud principal de ce mensonge. Elle a dit beaucoup de choses, ai-je dit doucement. Elle a dit au Wiazemski que nous lui avions offert le domaine, qu'il était à son nom. Ermalay a pâli. Mon Dieu, s'ils la prennent. Ils vont la prendre. J'ai jeté une pincée de thé dans la théière. Dès maintenant. Je me suis approché du téléphone fixe accroché au mur. Mon portable était éteint, mais une seule personne importante parmi celles qui étaient là-bas connaissait ce numéro. Trifon Demidovitch. J'ai composé son numéro personnel. Les sonneries étaient courtes, stridentes. Oui, a aboyé une voix familière dans le combiné. Trifon n'était pas de bonne humeur. Apparemment, les nouvelles de Pavel lui étaient déjà parvenues. Trifon, c'est Violetta. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis la voix de Trifon s'est adoucie, mais une colère contenue bouillonnait encore. Violetta. Pacha m'a appelé. Il a dit que tu as annulé le banquet. Et il m'a parlé de l'affiche. Oui, ai-je simplement répondu. Il a soupiré. Quelle garce. Le mot était grossier, mais il y avait tant de sympathie dedans que mes yeux ont commencé à piquer. Je les aurais jetés dehors moi-même si j'avais su. Violetta, tu comprends, je pensais que c'était ton caprice, pour ne pas les mettre mal à l'aise. Que tu avais décidé de ne pas venir toi-même. Je sais, Trifon, je ne t'en veux pas. Mais maintenant, écoute-moi. Je t'écoute. Camilla a dit au Wiazemski que le domaine est sa propriété. Mon cadeau de mariage. Le combiné a émis un son qui ressemblait à un grognement. Quoi? Elle a dit que c'était, sa, maison. Mon domaine? Le nid familial des Demidov? Oui. Et en ce moment, ils sont là-bas, persuadés d'être sur leur terre. Ah, la petite. Trifon s'est étranglé de rage. Violetta, tu comprends ce que ça signifie? Je comprends. Je regardais la cour grise par la fenêtre. Le contrat de location était à mon nom. Il y a une clause sur la présence d'une personne responsable. Je n'y suis pas, ce qui veut dire que le contrat est nul, a conclu Trifon pour moi. Sa voix était devenue d'acier. L'assurance est annulée. Tout dommage, toute blessure, c'est ma responsabilité personnelle.
Et il y a 200 pochards là-bas. Non, Violetta, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est plus un mariage. C'est une intrusion illégale sur une propriété privée. Fais ce que tu as à faire, Tryphon. Le protocole, c'est le protocole. J'arrive, a-t-il lancé sèchement. Et j'amène les chiens. Il a raccroché. J'ai lentement reposé le combiné sur son support. À ce moment-là, le chaos régnait au domaine. Les invités, laissés sans serveur, ont commencé à fouiller eux-mêmes les tables à la recherche de nourriture. Albertina Gustavovna, rouge de colère, criait sur un Julien terrifié, exigeant qu'il règle le problème avec cette racaille. Camilla pleurait, étalant son mascara, et essayait d'appeler n'importe qui, mais le réseau, comme par hasard, était mauvais. Les murs épais du vieux manoir bloquaient le signal. Soudain, la lumière s'est éteinte. Cela s'est produit instantanément. Les énormes lustres en cristal sous le chapiteau, les guirlandes enroulées autour des arbres, les puissants projecteurs éclairant la façade du manoir. Tout s'est éteint en même temps. La musique, qui jouait encore depuis l'enceinte portable de quelqu'un, s'est étouffée. L'obscurité est tombée. Seule la lune et les écrans ternes des téléphones éclairaient les visages tordus de peur des invités. « Qu'est-ce qui se passe » a crié une tante avec un chapeau à plumes. « On est dans une grotte ou quoi ?» Et puis les fontaines se sont tues. Le bruit de l'eau, qui créait un fond agréable, a disparu, remplacé par un silence sinistre dans lequel on n'entendait que la respiration lourde de 200 personnes. Et puis ils ont entendu les aboiements. Des aboiements profonds, gutturaux, retentissant de 2 énormes alabais. De l'obscurité du parc, fendant les ténèbres d'un puissant faisceau de lampes de poche, est sorti Tryphon Demidovitch. Il n'était pas en costume. Il portait une vieille veste de camouflage et de lourdes bottes. Il tenait en laisse 2 chiens, chacun de la taille d'un veau. La foule a reculé. Les femmes ont crié. Les hommes, qui se pavanaient encore une minute plus tôt, ont reculé, renversant des chaises. Tryphon s'est arrêté au centre de la zone, éclairant de son faisceau la table des mariés. Camilla a plissé les yeux sous la lumière vive. « Qui est le responsable ici » a aboyé Tryphon. Sa voix, sans micro, a couvert le bruit de la foule. Julien a essayé de se lever, mais ses jambes ne le tenaient pas. Albertina Gustavovna, se cachant derrière son fils, a crié « Que vous permettez-vous ? C'est une propriété privée. Nous allons appeler la police. Retirez ces chiens. » Tryphon a souri. À la lumière de la lampe de poche, son sourire était effrayant. « Propriété privée » a-t-il répété avec ironie. « C'est vrai. C'est ma propriété privée. Et vous, qui êtes-vous ici ? C'est la maison de ma belle-fille. » a déclaré Albertina en pointant du doigt Camilla. Elle est la propriétaire. Tryphon a dirigé le faisceau de lumière sur Camilla. Elle était assise, recroquevillée sur elle-même, et tremblait. « Vraiment » a-t-il demandé doucement, comme un boa constrictor à un lapin. « Camilla, ma chérie, dis-leur. Dis-leur à qui appartient cette maison. » Camilla se taisait. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. « Parle » a hurlé Tryphon, et les chiens l'ont soutenu d'un grognement. « C'est une location » a-t-elle chuchoté à peine audiblement. Plus fort, a exigé Tryphon. « C'est une location » a-t-elle crié, sa voix se brisant en une crise d'hystérie. « Nous ne faisons que la louer. Ce n'est pas ma maison. » La foule a poussé un cri de surprise. Albertina Gustavovna est restée figée, la bouche ouverte. Elle s'est lentement tournée vers sa belle-fille. « Quoi » a-t-elle sifflé. « Tu as menti pendant tout ce temps ? Le contrat de location est résilié. » a annoncé Tryphon, ne leur laissant pas le temps de se reprendre. En raison d'une violation grave des conditions et de l'absence de la personne de contact. Vous avez 30 minutes pour quitter mon territoire. Dans 30 minutes, je lâche les chiens. Le temps est compté. Il a regardé ostensiblement sa montre. La panique qui a saisi les invités était indescriptible. Les gens attrapaient leurs sacs, se bousculaient, couraient vers leur voiture en s'éclairant avec leur téléphone. Les aristocrates avaient oublié leur manière. Ils s'écrasaient les uns les autres dans le passage étroit, juraient, maudissaient le mariage, le marié et la mariée. Dans ce chaos, Julien a attrapé le bras de Camilla. Pas tendrement comme un amoureux, mais avec une force qui laissait des bleus.
Tu as menti, lui a-t-il hurlé au visage, postillonnant. Tu as dit que la maison était à toi, que tes parents avaient des millions. Je voulais bien faire, sanglotait Camilla. Je pensais que maman paierait. Elle paie toujours. Imbécile. Julien l'a poussée si violemment qu'elle est tombée dans l'herbe, salissant sa précieuse robe. Nous n'avons rien pour payer, tu comprends? Nous n'avons pas d'argent, pas un sou. Nous sommes en faillite. Camilla a levé vers lui des yeux pleins de larmes. Comment ça, en faillite? Mais ta mère Albertina parlait d'un domaine en France, d'action. Julien a eu un rire hystérique, regardant les invités qui fuyaient. Le domaine a été vendu il y a 5 ans. Les actions, c'est du papier sans valeur. Nous devons tellement aux banques que ta vie ne suffira pas à tout rembourser. Nous ne t'avons épousé que pour l'argent de tes parents. Nous pensions qu'ils nous sauveraient. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds comme une pierre tombale. Camilla était assise par terre, dans la boue, dans le noir, sous les aboiements des chiens, et regardait l'homme qu'elle appelait son mari il y a une demi-heure. Son conte de fées ne s'était pas simplement terminé. Il s'était transformé en film d'horreur. Et le plus terrible, c'est qu'il n'y avait personne pour la sauver. Maman ne viendrait pas, maman avait éteint son téléphone. Les mots de Julien résonnaient encore dans l'air, se mêlant aux aboiements des chiens de Trifon. Nous ne t'avons épousé que pour l'argent. Camilla était assise sur l'herbe, sans même essayer de se relever. La boue avait déjà imprégné l'ourlet de sa robe, transformant la délicate broderie en une masse grise. Mais elle ne le remarquait pas. Elle regardait son mari, pâle, nerveux, le visage tordu de colère, et le voyait pour la première fois. Pas le prince d'une lignée ancienne, mais un joueur pitoyable et acculé, dont le pari avait échoué. « Que as-tu dit » a-t-elle chuchoté, ses lèvres bougeant à peine. « Tu es sourde » a crié Albertina Gustavovna, se penchant sur elle comme un vautour. Son chapeau avait glissé de côté, lui donnant un air fou. « Nous sommes ruinés. Ton père, ce cuisinier, nous pensions qu'il avait une chaîne de restaurants. Tu as dit qu'il était le roi des banquets. Nous comptions sur ton douaire pour régler les dettes de Julien. Et maintenant? On nous chasse comme des chiens. Et cette facture en plus. Qui va payer? Mais... Camilla a essayé de se relever, s'appuyant sur sa main. Mais vous êtes les Wiazemski, le blason, l'histoire? On ne mange pas de l'histoire, a aboyé Julien. Il a attrapé sur une table une bouteille de vin à moitié vide, que quelqu'un avait laissée dans la précipitation, et a bu à grandes goulées directement au goulot. Un filet rouge a coulé le long de son menton sur sa chemise d'un blanc immaculé. Mon père a tout perdu au casino il y a 10 ans. Nous vivons à crédit. Nous avons hypothéqué l'appartement pour m'acheter ce costume et cette bague. Nous pensions que tes parents étaient une mine d'or. Des pigeons silencieux et travailleurs qui donneraient tout pour le bonheur de leur petite fille. Il a jeté la bouteille dans les buissons. Le bruit du verre brisé a fait sursauter Camilla. Et toi? Julien l'a pointé du doigt. Tu t'es avéré être aussi vile que nous. Une menteuse sans le sou. Mon domaine, mon traiteur. PFF. Autour d'eux, il n'y avait presque plus personne. Les derniers invités, trébuchant dans le noir, couraient vers les portes où leur voiture avait créé un embouteillage monstre. Personne ne voulait être témoin de cette honte. Personne ne voulait payer les factures. Le conte de fées de la riche héritière et du noble aristocrate avait éclaté, éclaboussant debout tous ceux qui se trouvaient à proximité. Trifon Demidovitch se tenait un peu à l'écart, les bras croisés sur la poitrine. Les chiens à ses pieds s'étaient calmés, sentant que la menace était passée. Il ne restait que la pourriture humaine. Il n'intervenait pas. Il leur donnait le temps de s'autodétruire. « Il vous reste 10 minutes, a-t-il dit d'une voix forte, en regardant sa montre. Ensuite, je ferme les portes. Ceux qui ne sont pas sortis passeront la nuit dans la forêt. » Albertina Gustavovna a attrapé son fils par le bras. « Julien, allons-y. Il faut partir. Nous avons encore des comptes à régler avec la banque. » Et elle? Julien a fait un signe de tête vers Camilla, qui était toujours assise par terre, les bras enroulés autour de ses genoux. « Quelle pourrice ici !» a lancé sa belle-mère. « Elle nous a trompés. Elle a ruiné notre vie. » Ils ont fait demi-tour et se sont dirigés d'un pas rapide vers la sortie, sans même un regard en arrière. Camilla est restée seule. Dans le noir, dans la boue,
dans un silence seulement rompu par le bruit des voitures qui s'éloignaient. Elle s'est lentement relevée. Ses jambes tremblaient. La robe, lourde de boue et de larmes, la tirait vers le bas. Elle a regardé autour d'elle. Des tables vides, des chaises renversées, des verres brisés. La ruine de ses ambitions. Et soudain, elle a compris, les parents, ils savaient. Maman savait. Elle a sorti son téléphone. D'une main tremblante, elle a composé le numéro. L'abonné n'est pas disponible pour le moment. Elle a hurlé. Ce n'était pas un cri de douleur, mais de rage. Elle a jeté son téléphone dans l'herbe, puis l'a ramassé à nouveau. Elle devait les retrouver. Elle devait les forcer à tout arranger. Maman arrangeait toujours tout. Maman trouvait toujours une solution. Maman ne pouvait pas l'abandonner comme ça. Elle a couru vers la sortie, sans ses chaussures qu'elle avait perdues dans la cohue, pieds nus sur le gravier, sans sentir la douleur. Elle est sortie des portes et a vu un taxi qui déposait un invité en retard, probablement le photographe qui n'arrivait que maintenant. « Arrêtez » a-t-elle crié en se jetant vers la voiture. « Emmenez-moi en ville. C'est une urgence. » Le chauffeur a regardé avec effroi cette femme échevelée dans une robe de mariée sale. « Mademoiselle, je suis occupée. »« Je paierai » a-t-elle crié hystériquement en tirant sur la poignée de la portière. « Double tarif, triple tarif. Emmenez-moi juste loin d'ici. » Elle a donné l'adresse. Notre adresse. Pendant que Camilla se précipitait vers la ville, Ermalais et moi étions assis dans la cuisine. La bouilloire avait refroidi depuis longtemps, mais nous n'avions pas touché à nos tasses. Ermalais regardait par la fenêtre sombre. « Vita » a-t-il dit doucement. « Ce Julien, c'est un joueur, n'est-ce pas ?» J'ai entendu par hasard quand je fumais avec son père aux fiançailles. Il a laissé échapper quelque chose sur des dettes, mais j'ai pensé, ça peut arriver dans les affaires, des crédits. J'ai hoché la tête. J'ai entendu aussi. Mais je n'ai pas seulement entendu, Ermalais. J'ai vérifié. Il m'a regardé avec surprise. J'ai vérifié, bien sûr. Quand Camilla l'a amené pour la première fois, j'ai appelé mon amie à la banque, celle pour qui j'ai organisé le mariage de son fils l'année dernière. Je lui ai demandé de vérifier le nom des Wiazemski. Et alors ? Liste noire. J'ai soupiré. Historique de crédit désastreux. Bien saisi. Ils sont en faillite, Ermalais. Officiellement en faillite. Ils cherchaient une bouée de sauvetage et ont trouvé notre fille. Et tu n'as rien dit ? Dans la voix de mon mari, il n'y avait pas de reproche, mais plutôt de l'étonnement face à ma maîtrise de moi. J'ai essayé de lui en parler. Tu te souviens, il y a un mois, quand j'ai commencé à parler de contrat de mariage, de la nécessité de vérifier leurs actifs ? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu ? Ermalais a baissé les yeux. Que tu te mêlais de ce qui ne te regardait pas. Que tu étais jalouse de son bonheur et de la noblesse de son fiancé. Exactement. Elle ne voulait pas entendre. Elle était aveuglée par l'éclat de leur nom et par ses propres fantasmes. Si je lui avais montré les documents, elle m'aurait accusé de les avoir falsifiés. Elle devait le voir par elle-même. Voir comment ils se dévorent les uns les autres, a conclu Ermalais. Oui. C'est une leçon cruelle, mais la seule qu'elle retiendra. On a sonné à la porte. La sonnerie était stridente, insistante, longue. Quelqu'un avait appuyé sur le bouton et ne le lâchait pas. Nous nous sommes regardés. Ça commence, ai-je dit en me levant de ma chaise. J'ai ajusté ma robe d'intérieur, j'ai passé une main dans mes cheveux. J'étais prête. J'ouvre. Ermalais s'est levé aussi, mais je l'ai arrêté d'un geste. Non, reste assis. C'est ma conversation. Je me suis approché de la porte. À travers le judas, je pouvais voir le visage déformé de Camilla. Elle était seule. Julien et sa mère étaient probablement restés en arrière ou étaient allés panser leur plaie ailleurs, mais je savais qu'ils viendraient aussi. La cupidité les amènerait ici. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai mis la chaîne de sécurité, puis j'ai tourné la serrure. La porte s'est entr'ouverte de 5 centimètres. Maman. Camilla s'est jetée contre la fente avec son épaule, essayant d'élargir l'ouverture, mais la chaîne s'est tendue avec un cliquetis d'acier. Maman, ouvre, laisse-moi entrer. Elle était dans un état terrible. Le mascara coulait sur ses joues en ruisseaux noirs,
ses cheveux étaient emmêlés, sa robe était déchirée. Mais dans ses yeux, il n'y avait aucun remords. Il y avait de la peur et de l'exigence. « Maman, tu sais ce qui s'est passé là-bas » a-t-elle crié en voyant mon visage calme dans l'entrebâillement. Trifon a lâché les chiens. Les invités se sont enfuis. Julian m'a quitté. Ils sont en faillite, maman. Ils sont fauchés. Je sais, ai-je répondu calmement. Camilla s'est figée. Elle a cessé de forcer la porte et m'a dévisagé à travers la fente. Tu savais? Oui. Et tu as laissé faire ça. Sa voix est redevenue hystérique. Tu savais et tu n'as rien dit. Tu as détruit ma vie exprès. Je n'ai pas détruit ta vie, Camilla. J'ai simplement cessé de payer pour tes illusions. À ce moment-là, on a entendu le bruit de l'ascenseur sur le palier. Les portes se sont ouvertes, et de la cabine ont jailli Julian et Albertina Gustavovna. Ils n'avaient pas meilleure mine que Camilla, échevelés, essoufflés. Apparemment, ils avaient décidé qu'ils n'avaient plus rien à perdre et étaient venus exiger une compensation. Les voilà, a crié Albertina en me voyant à la porte. Les escrocs. Ouvrez. Nous exigeons des explications. Nous exigeons de l'argent. Vous nous avez déshonorés. Julian s'est précipité vers la porte et a essayé de tirer la poignée, mais la chaîne tenait bon. Vous nous devez de l'argent, hurlait-il. Vous aviez promis une dot. Où est l'argent? Où est le domaine? Nous allons vous poursuivre en justice pour escroquerie. Je regardais ce cirque de monstres. Ma fille, mon gendre, sa mère. 3 bouches à vide prêtes à s'entre-dévorer, maintenant unies contre un ennemi commun. Moi. Partez. Ai-je dit doucement, mais avec une telle autorité qu'ils se sont tus. Il n'y a rien pour vous ici. Nous ne partirons pas, a crié Camilla. Maman, laisse-moi rentrer. Je ne me sens pas bien. Je suis enceinte. Le silence est tombé dans le couloir. Julian s'est figé, la bouche ouverte. Albertina a plissé les yeux. Enceinte, a répété Ermalet, qui s'était approché derrière moi et se tenait à mes côtés, la main sur mon épaule. Oui. A hoché la tête Camilla, s'accrochant à sa dernière chance. Oui, papa, vous allez avoir un petit-fils. Vous ne pouvez pas mettre votre fille enceinte à la rue. Julian, dis-leur. Julian, comprenant instantanément la situation, a acquiescé vivement. Oui, c'est un héritier. Vous êtes obligé d'assurer son avenir. Le stress est dangereux pour le bébé. Ouvrez cette porte. Tout de suite. J'ai regardé ma fille. Dans ses yeux, il y avait l'espoir que ce mensonge fonctionnerait, que le mot sacré au petit-fils ferait fondre nos cœurs et que nous ouvririons à nouveau nos portefeuilles. J'ai eu un sourire triste. Attendez ici, ai-je dit, et j'ai fermé la porte juste devant leur nez. Violetta, qu'est-ce que tu fais, a chuchoté Ermalet. Est-ce qu'elle est vraiment? Non, Ermalet. Je suis allé dans la chambre, vers le secrétaire. Elle n'est pas enceinte. Et je vais leur le prouver tout de suite. J'ai ouvert le tiroir contenant les documents. Au-dessus se trouvait une enveloppe d'une clinique privée. Elle était arrivée 3 jours plus tôt à notre adresse, car Camilla était toujours domiciliée ici et avait indiqué cette adresse pour la correspondance. Elle avait simplement oublié de la récupérer dans l'agitation des préparatifs. J'ai pris l'enveloppe, je suis retourné à la porte, et je l'ai de nouveau entr'ouverte, laissant la chaîne en place. Le trio se tenait toujours là, attendant leur triomphe. Tiens, j'ai glissé l'enveloppe dans l'ouverture. Lisa, ma chérie. C'est arrivé pour toi mardi. Camilla a attrapé l'enveloppe, l'a déchirée. Ses yeux ont parcouru les lignes. Son visage est devenu gris cendré. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, a demandé Albertina avec impatience, arrachant le papier des mains de sa belle-fille. Elle a lu à voix haute, avec emphase. Chère Camilla Violetovna, nous vous rappelons la nécessité d'un examen de contrôle suite à la pose d'un implant contraceptif à long terme. Durée de validité, 3 ans. Date de la pose, il y a 1 mois. Albertina a lentement levé les yeux vers Camilla. Un implant, il y a 1 mois. Julian s'est reculé de sa femme comme si elle était pestiférée. Tu as mis un stérilet? Maison, tu disais qu'on essayait. Tu disais que tu voulais des enfants. C'est une erreur.
A balbutié Camilla, mais le mensonge était écrit en grosses lettres sur son visage. Il n'y a aucune erreur, ai-je dit de derrière la porte. Tu n'es pas enceinte, Camilla, et tu ne l'as jamais prévu. Tu voulais juste t'assurer une place dans leur famille, puis gagner du temps. Ah, sale garce, a rugi Albertina en levant son sac à main pour frapper Camilla. J'ai claqué la porte, coupant court à leurs cris. La serrure a cliqué. Cette fois, pour de bon. Les cris derrière la porte ne se sont pas calmés, mais ils ont changé de ton. Si auparavant c'était un chœur uni d'exigences dirigées contre nous, ce chœur s'est maintenant désintégré en solo criard d'accusations mutuelles. J'entendais Albertina Gustavovna couvrir de malédictions la menteuse stérile, Julien gémir quelque chose sur le temps perdu, et Camilla, étouffant ses larmes, essayait de se justifier, mais sa voix se noyait dans le flot de leur haine. Je me suis adossé contre la porte métallique fraîche et j'ai fermé les yeux. Ermalet se tenait à côté, pâle, serrant les poings. Un implant, a-t-il chuchoté en secouant la tête. Elle nous a même menti sur les petits-enfants. Vita, tu te souviens comment elle choisissait des prénoms la semaine dernière? Si c'est un garçon, on l'appellera comme son grand-père. C'était une partie du spectacle, Ermalet, pour qu'on ne ferme pas le robinet d'argent avant le mariage. Soudain, quelqu'un a frappé la porte avec quelque chose de lourd, probablement un pied. Ouvrez, a hurlé Julien. Sa voix est montée dans les aigus. Nous n'avons pas fini. Vous croyez vous en être tiré avec un bout de papier? Vous nous devez une compensation pour le préjudice moral, pour la tromperie. Oui, a renchéri Albertina. Nous allons vous poursuivre en justice. Nous allons vous prendre tout, l'appartement, la datcha, tout ce que vous avez. Vous êtes des escrocs, vous nous avez refilé de la marchandise défectueuse. J'ai ouvert les yeux. Il n'y avait aucune peur en moi. Seulement de la lassitude et le désir de mettre un point final. Ils ne partiront pas tant qu'ils ne seront pas convaincus qu'il n'y a rien à prendre ici. Ils sont comme des chacals, tant qu'ils voient un morceau de viande, ils continueront de ronger. Il fallait leur montrer que l'os était déjà nu. Recule-toi, Ermalet, ai-je dit en enlevant la chaîne. Quoi, tu vas les laisser entrer, s'est-il effrayé. Non, je vais sortir les voir. J'ai ouvert la porte en grand. Ils se sont figés. Julien avec le pied levé pour frapper, Albertina le visage tordu de colère, Camilla étalant du mascara sur ses joues. En me voyant, ils ont été surpris une seconde par ma calme assurance. Je me tenais sur le seuil de ma maison, dans une simple robe d'intérieur, mais je me sentais maîtresse de la situation. Vous voulez de l'argent? Ai-je demandé doucement. Nous voulons justice, a crié Albertina, essayant de se faufiler dans l'appartement, mais je lui ai barré le chemin de la main. Le geste était léger, mais autoritaire. Restez là, ai-je dit. Vous n'entrerez plus ici. Jamais. La conversation aura lieu ici. La justice? J'ai souri. Très bien, parlons de justice. Julien, tes dettes s'élèvent à 8 millions de roubles. J'ai vu le relevé. Ta mère a mis en gage les bijoux de famille en 1998. Vous êtes en faillite. Julien a pâli, ses yeux s'agitaient. D'où, c'est de la diffamation. Ce sont des faits. Et maintenant, parlons de ma fortune, sur laquelle vous comptiez tant. J'ai sorti de ma poche une feuille de papier pliée en 4. Ce n'était pas un relevé de banque, mais un simple reçu. Un long reçu de terminal de paiement, enroulé sur lui-même. Vous exigiez une dot, ai-je continué en déroulant le papier. Camilla vous a dit qu'une grosse somme se trouvait sur son compte, un coussin de sécurité que nous avions économisé toute notre vie. Oui, a crié Camilla, levant un visage en larmes. Vous l'aviez promis. Vous aviez dit que vous vireriez l'argent le jour du mariage. Où est-il? Si vous le virez maintenant, Julien me pardonnera. Nous pourrons tout recommencer. Elle me regardait avec un espoir si pitoyable que j'en ai eu presque physiquement mal. Elle était prête à acheter l'amour de ce rien du tout avec notre argent. L'argent existait, ai-je acquiescé. 3 millions de roubles. Tout ce que ton père et moi avons économisé en 40 ans, en nous privant de tout. La vente de l'appartement de grand-mère, nos économies de retraite, mes petits boulots. Tout était prêt pour le virement. La transaction était programmée pour aujourd'hui, à midi pile. Les yeux de Julien se sont allumés d'un feu cupide. Alors, virez-le.
que attendez-vous? C'est notre argent. Le capital familial. Existait, ai-je répété, en insistant sur le passé. Le mot-clé est existait. Je leur ai tendu le reçu. Regardez l'heure, ai-je dit. 16h30 exactement une demi-heure après notre départ des portes de votre mariage. Julien a arraché le reçu. Albertina et Camilla se sont penchés de chaque côté. Fonds de charité pour l'aide aux hospices, a lu Julien d'une voix tremblante. Montant, 3 millions de roubles. Statut, exécuté. Un silence de mort est tombé. On pouvait entendre le bourdonnement de la lampe sur le palier. Qu'est-ce que c'est, a chuchoté Albertina, n'en croyant pas ses yeux. Vous avez donné l'argent à un hospice? Oui, ai-je répondu. Un don anonyme. Irréversible. L'argent a déjà quitté le compte. Il n'existe plus. Ni pour nous, ni pour vous. Vous êtes folle, a hurlé Julien, froissant le reçu et le jetant par terre. Vieille démente. Vous avez brûlé 3 millions? Comme ça? Pas comme ça. Je le regardais droit dans les yeux. J'ai acheté ma liberté et celle de mon mari avec cet argent. Nous ne sommes plus les vaches à lait de votre cupidité. Camilla a glissé le long du mur et s'est effondrée sur le sol sale du palier. Elle avait compris. Maintenant, elle avait définitivement compris. Plus d'argent, plus de domaines, plus de dot. Seulement les dettes de son mari, la haine de sa belle-mère et la porte fermée de la maison de ses parents. Maman? A-t-elle gémi. Pourquoi? Pour le portrait à l'entrée, ma fille, ai-je répondu. Parce que tu avais honte de nous. Parce que tu as menti. Parce que tu voulais nous utiliser et nous jeter. Nous t'avons simplement devancé. Nous avons jeté ce fardeau les premiers. Mais nous alors, a hurlé Albertina. Nous n'avons même pas de quoi payer le taxi. Nous n'avons nulle part où aller. L'appartement est sous-scellé par la banque. Ce sont vos problèmes, ai-je dit. Vous êtes des aristocrates. Vous trouverez bien quelque chose. Peut-être vendre vos titres de noblesse? Ah oui, ils ne valent rien. J'ai fait un pas en arrière dans l'appartement. Adieu, ai-je dit. Julien s'est précipité vers la porte, essayant de mettre son pied dans l'ouverture, mais Ermalet, mon calme et tranquille Ermalet, s'est soudainement avancé. Dans sa main, il tenait une lourde poêle en fonte, qu'il avait apparemment prise dans la cuisine. Il ne la brandissait pas, il la tenait simplement comme un argument de poids. Retire ton pied, a-t-il dit, doucement, mais avec une telle autorité que Julien a reculé comme s'il s'était brûlé. J'ai fermé la porte, j'ai tourné la clé à double tour, j'ai mis la chaîne. Nous étions debout dans l'entrée, écoutant une nouvelle vague d'hystérie monter derrière la porte. Mais maintenant, c'était quelque part loin, dans un autre monde. Un monde auquel nous n'appartenions plus. Notre tranquillité a été brisée non pas par les cris, mais par le son d'une sirène. Elle venait de la rue, traversant les doubles vitrages, et une minute plus tard, on a de nouveau frappé à la porte. Mais c'était une frappe différente, officielle, assurée, lourde. Police, ouvrez. Ermalet a sursauté et m'a regardé avec inquiétude. J'ai simplement hoché la tête pour le rassurer. Je m'y attendais. Nos voisins sont vigilants, et le spectacle dans le couloir était trop bruyant, même pour un samedi soir. J'ai ouvert la porte. Sur le seuil se tenaient 2 policiers. Des jeunes en uniforme, fatigués et visiblement mécontents de l'appel. Derrière eux, collés au mur, se tenaient nos invités. Julien avait l'air de sortir d'une bagarre. Albertina Gustavovna essayait de conserver les restes de sa grandeur en ajustant son chapeau de travers, et Camilla était simplement assise sur les marches, le visage dans les mains. Citoyenne Bondarva, a demandé le sergent-chef en consultant sa tablette. Nous avons reçu un signalement pour trouble à l'ordre public. Les voisins se plaignent de cris, de menaces. Oui, c'est mon appartement, ai-je répondu calmement. Et ces citoyens. J'ai fait un signe de tête vers le trio accablé, ont tenté de s'introduire dans mon domicile contre ma volonté. Ils m'ont menacé, ont essayé de m'extorquer de l'argent. C'est un mensonge, a crié Albertina en s'avançant. Nous sommes de la famille. Ce sont les parents de ma belle-fille. Ils ont volé nos biens. Ce sont des escrocs. Officiers, arrêtez-les. Ils se sont appropriés l'argent promis dans le contrat de mariage.
Le policier a soupiré de lassitude. Les querelles familiales sont la pire chose pour n'importe quelle patrouille. Madame, calmez-vous. Quel contrat? Avez-vous des documents? Un accord verbal, a déclaré Albertina. Ils ont promis une dot. 3 millions. Et maintenant, ils disent qu'ils l'ont donné à une fondation quelconque. C'est du vol. Le sergent m'a regardé. Dans ses yeux, je pouvais lire de la sympathie. Il avait visiblement déjà évalué le contraste entre le couple de personnes âgées calmes à la porte et la femme hystérique avec un chapeau. Avez-vous des plaintes contre ces personnes, m'a-t-il demandé. Je n'ai qu'une seule demande, monsieur le sergent, ai-je dit. Faites-les sortir de mon couloir. Ils ne sont pas domiciliés ici. Ils ne sont pas invités. Ils troublent ma tranquillité et effraient les voisins. Mais c'est ma fille, a crié Camilla en relevant la tête. Maman, comment peux-tu? Madame, s'est adressé le policier à Camilla. Êtes-vous domicilié à cette adresse? Camilla a hésité. Non, j'ai fait mon changement d'adresse il y a une semaine, avant le mariage, pour m'inscrire chez mon mari. Donc, vous n'avez aucun droit de vous trouver ici, a tranché le sergent. Bon, citoyen, veuillez sortir. Réglez vos histoires de millions au tribunal, mais ce n'est pas un endroit pour faire du tapage. Nous n'irons nulle part, s'est entêté Julien. Nous n'avons nulle part où aller. Vous irez au poste si vous ne libérez pas les lieux immédiatement. La voix du policier s'est durcie. Il a posé la main sur sa matraque. Article 20.1 du Code administratif. Trouble à l'ordre public. On va vous embarquer. Albertina Gustavovna m'a fusillé d'un regard si venimeux qu'il semblait que l'air autour d'elle devenait vert. Vous le regretterez, a-t-elle sifflé. Vous mourrez seul, et personne ne vous donnera un verre d'eau. Mieux vaut mourir de soif que de boire des mains de ceux qui vous haïssent, ai-je répondu. Les policiers ont commencé à les escorter vers l'ascenseur. Julien essayait encore de crier quelque chose à propos d'avocat. Camilla pleurait à chaudes larmes, s'accrochant à la rampe, mais la force n'était pas de leur côté. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, coupant leurs cris. Le silence est revenu dans le couloir. Le sergent est resté une seconde de plus. Désolé pour le dérangement, a-t-il dit en touchant la visière de sa casquette. S'ils reviennent, appelez immédiatement. On enverra une patrouille. Merci, mon garçon, ai-je souri. J'ai fermé la porte. Cette fois, je n'ai pas seulement fermé une porte à clé. J'ai fermé un chapitre de ma vie. Nous sommes retournés à la cuisine. Ermalais s'est assis à la table et a regardé l'horloge. Presque 17 heures, a-t-il dit pour ne rien dire. Et nous n'avons toujours pas déjeuné. Et nous ne déjeunerons pas, ai-je répondu en m'approchant du réfrigérateur. Nous avons des choses plus importantes à faire. Quelle chose, s'est-il étonné. Le tribunal? Les avocats? Non, Ermalais. Un voyage. J'ai sorti du congélateur une bouteille de vodka, celle qu'Ermalais gardait pour les mauvais jours. Mais aujourd'hui n'était pas un mauvais jour. C'était le jour de la libération. J'en ai versé dans 2 petits verres. Bois, ai-je ordonné. À notre nouvelle vie. Ermalais a bu, a grogné, a reniflé sa manche. Vita, de quoi tu parles? Quel voyage? On n'a plus d'argent. Tu as toi-même dit, le fonds, l'hospice. J'ai eu un sourire malicieux. Je suis allé au secrétaire, où se trouvait le dossier des documents du mariage. Celui que j'avais montré à Julien, mais pas en entier. Je ne leur ai pas menti, Ermalais. Les 3 millions sont bien allés à la fondation. C'était nos économies pour nos funérailles, notre coussin de sécurité qu'ils voulaient tant. Mais je ne leur ai pas parlé du reste. J'ai sorti une autre feuille du dossier. C'était un contrat de vente. Qu'est-ce que c'est? Ermalais a mis ses lunettes. Tu te souviens du garage? Celui que tu as hérité de ton père? Le garage en briques au centre-ville, qu'on louait comme entrepôt depuis 10 ans. Eh bien, je l'ai vendu. Hier. Ermalais a écarquillé les yeux. Comment ça, vendu? Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Mais on a besoin d'argent. Pas pour Camilla et pas pour la fondation. J'ai posé devant lui une brochure colorée que j'avais cachée dans ce même dossier. Sur la couverture brillante,
il y avait un train filant à travers une taïga enneigée, et une inscription en lettres dorées, l'Express impérial. Voyage transsibérien. Moscou-Vladivostok. Classe de luxe. Vita. Ermolai a enlevé ses lunettes. Ses mains se sont mises à trembler. Mais c'est ton rêve. Tu en rêves depuis ta jeunesse. Notre rêve, Hermosha. Tu te souviens comment on regardait cette émission sur le lac Baïkal? Comment tu voulais voir l'océan? Mais c'est horriblement cher. Le garage. Il valait exactement le prix de 2 billets en compartiment de première classe avec pension complète et excursion, les jeux interrompus. Le départ est demain à 8 heures précises de la gare de Yaroslavl. Ermolai se taisait. Il regardait tantôt la brochure, tantôt moi, tantôt son verre vide. Une larme a roulé sur sa joue. Et Camilla, a-t-il demandé doucement. Comment allons-nous les abandonner? Ils vont être perdus. Ils ne seront pas perdus, ai-je dit durement. Des adultes ne se perdent pas s'ils ont des bras et des jambes. Qu'elles apprennent à vivre. Que Julian aille travailler comme déménageur. Que Camilla devienne serveuse. J'ai commencé par faire la plonge, et ma couronne n'est pas tombée. Ça leur sera bénéfique. Et nous, Ermolai, nous avons fait notre part. Nous avons élevé une fille. Nous lui avons donné une éducation. Nous avons essayé de lui offrir un mariage. Elle a choisi sa voie. Et nous choisirons la nôtre. J'ai pris le téléphone qui était sur la table. L'écran clignotait avec une notification. Un message de Trifon. Le domaine est propre. Les ordures ont été enlevées. Ton vin est en sécurité. Il t'attend dans la cave pour de meilleurs jours. Tu es un roc, Violetta. Je te respecte. J'ai souri. Fais tes valises, Ermolai, ai-je dit, sentant une incroyable légèreté dans mon corps. Nous avons peu de temps. Le train n'attendra pas. Ermolai s'est lentement levé. Il a redressé les épaules. Pour la première fois de la journée, et peut-être depuis des années, il ne ressemblait pas à un vieil homme fatigué, mais à un homme qui avait un but. Et les cannes à pêche, a-t-il demandé soudain avec une ardeur de jeune garçon. On peut prendre les cannes à pêche? Il y a le Baïkal, là-bas. On peut, ai-je ri. On peut tout faire, Hermosha. Maintenant, tout nous est permis. La nuit est tombée sur la ville comme une couverture douce, mais dans notre appartement, la lumière était allumée dans toutes les pièces. Nous ne dormions pas, nous faisions nos valises. C'était un processus étrange, de faire tenir toute une vie dans 2 valises. D'habitude, les préparatifs de voyage sont une source d'agitation, de listes, de peur d'oublier quelque chose. Mais cette fois, nous bougions dans un rythme quasi méditatif. Nous ne prenions rien de superflu, seulement le nécessaire. Des vêtements chauds pour les vents de Sibérie, des chaussures confortables, des médicaments. L'âge se faisait sentir, après tout. Et quelques livres. J'ai pris un volume de Tchekhov, Ermolai un guide de pêche. J'ai ouvert le placard de l'entrée pour prendre un sac de voyage, et mon regard est tombé sur un cintre. Là était accrochée cette fameuse robe couleur chocolat noir que je portais ce matin. Elle me semblait maintenant étrangère, comme un costume de scène d'une pièce qui n'est plus à l'affiche depuis longtemps. J'ai passé la main sur le tissu. Aucune nostalgie, juste une légère surprise. Était-ce vraiment moi? Avais-je vraiment l'intention de me tenir au milieu d'une foule d'invités arrogants et de mendier des miettes d'attention de ma propre fille? Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était ni Trifon ni Camilla. Le numéro était inconnu. Allô? J'ai coincé le combiné avec mon épaule tout en pliant un pull. Madame Violetta? La voix était jeune, féminine, hésitante. C'est Léna, l'administratrice de l'hospice. Excusez-moi de vous appeler si tard. Nous venons de voir une entrée de 3 millions sur notre compte. C'est une erreur? Je me suis arrêté. Non, ma petite Léna, ai-je dit doucement. Ce n'est pas une erreur, c'est un cadeau. Mais... La jeune fille s'est mise à pleurer. Je l'entendais renifler. Vous n'imaginez pas. Le toit du 3e bâtiment fuyait. Nous ne savions pas comment payer les analgésiques pour le mois prochain. Vous nous avez sauvés. Pouvons-nous écrire sur vous? Mettre une plaque commémorative? Non, ai-je répondu fermement.
Aucune plaque, aucun nom. Écrivez simplement de la part de parents qui aiment. Cela suffira. Merci, merci à vous. J'ai raccroché. J'ai senti une chaleur dans mon cœur. Pas cette fierté brûlante que je ressentais en préparant le mariage, mais une chaleur douce et constante, comme celle d'un poêle en hiver. Cet argent n'était pas allé dans du caviar noir pour des gens qui nous méprisaient, mais pour apaiser la douleur de quelqu'un. C'était la bonne décision. Ermalais est sorti de la chambre. Il avait déjà enfilé sa tenue de voyage, un pantalon en velours côtelé confortable et une chemise en flanelle. Il tenait ses cannes à pêche dans leur étui. « Prêt ?» ai-je demandé. « Prêt ?» a-t-il hoché la tête. « Vita, et la photo ?»« Quelle photo ?» ?»« Celle de l'entrée. » Je me suis figé. Je l'avais complètement oublié. En quittant le domaine, obéissant à une impulsion, j'avais demandé à Ermalais de s'arrêter, j'étais sorti et j'avais arraché cette maudite feuille des portes, je l'avais froissée et jetée sur la banquette arrière. Puis, une fois à la maison, je l'avais machinalement ramenée dans l'appartement avec mon sac. « Où est-elle » ai-je demandé. « Dans la poubelle » a répondu Ermalais. « Je l'Y mise quand tu parlais avec la police. Mais peut-être qu'il faut la garder en souvenir. C'est une leçon, après tout. » Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert la porte sous l'évier. Au-dessus des épluchures de pommes de terre reposait cette boule de papier glacé. Les lettres rouges ne pas laisser entrer ces couples étaient visibles à travers les plis. Je l'ai regardé une minute, me remémorant ce moment devant les portes. Le froid dans ma poitrine, le rire de Camilla sur le balcon. Non, ai-je dit en refermant la porte. On n'emporte pas les ordures dans notre nouvelle vie. Quelle pourrisse ici. C'est le passé, Ermalais. Et nous allons vers l'avenir. Nous avons quitté l'appartement à 5 heures du matin. La ville était vide et propre. Un taxi nous attendait déjà devant l'entrée. Le chauffeur, un ouzbek âgé aux yeux bienveillants, a chargé nos valises en silence. En partant, je ne me suis pas retourné pour regarder les fenêtres. Je savais qu'elles étaient sombres. Je savais que les clés de l'appartement étaient chez la concierge avec une note pour l'agent immobilier. À louer pour une longue durée, virer l'argent sur le compte. Nous ne reviendrons pas de sitôt. Peut-être jamais. La gare nous a accueillis avec une odeur de café et de mazout, une odeur de voyage. Notre train, immense, brillant, se tenait sur la première voie. La contrôleuse, dans un uniforme impeccable, nous a souri en vérifiant nos billets. Les bons d'Aref, bienvenue. Votre compartiment est prêt. Thé, café tout de suite. Du thé, a dit Ermalais. Avec du citron et dans un verre, s'il vous plaît. Un vrai. Nous sommes entrés dans le compartiment. Il était luxueux. Des canapés en velours, une moquette, une petite table avec une lampe à l'abat-jour vert. Dehors, l'aube commençait à poindre. Le train s'est mis en marche. Doucement, presque imperceptiblement. Le quai a défilé en arrière. Les kiosques, les gens se pressant vers les trains de banlieue, la masse grise de Moscou. J'ai sorti mon téléphone. Le dernier acte. J'ai ouvert mes contacts. Camilla, Julien, Albertina. J'ai tout sélectionné, j'ai appuyé sur bloquer, puis je suis allé dans les paramètres et j'ai choisi changer de numéro. J'avais déjà retiré la carte SIM dans le taxi et l'avais jetée dans une poubelle à l'entrée de la gare. Une nouvelle carte, achetée la veille, était déjà dans son logement. Personne ne nous trouverait. Personne n'appellerait pour demander de l'argent. Personne ne nous accuserait de froideur. Nous avions disparu. Ermalais était assis en face, regardant par la fenêtre. Le train prenait de la vitesse. La ville s'estompait, laissant place aux forêts et aux champs. « Vita » a-t-il dit sans tourner la tête. « On est libre, en fait. »« Oui, Hermosha. Tu sais ce que je regrette ?» Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son visage était illuminé d'un sourire. « Quoi ? De ne pas avoir vu cette affiche plus tôt. 10 ans plus tôt. » J'ai éclaté de rire. Un rire léger, cristallin, comme dans ma jeunesse. Mieux vaut tard que jamais. Serre le thé, mon vieux. Le Baïkal nous attend. Le train filait vers l'est, nous emportant loin des mariages factices,
des enfants ingrats et des dettes que nous n'avions pas contractées. Devant nous, des milliers de kilomètres de taïga, les grands fleuves, les collines et l'océan. Devant nous, il y avait la vie que nous méritions. Et cette fois, sur les portes de cette vie, il y avait une toute autre pancarte, bienvenue. Entrée réservée aux gens heureux. Voilà l'histoire, mes chers auditeurs. L'histoire qui montre que l'amour des parents est sans limite, mais que même lui a une frontière, le respect de soi. Et parfois, pour trouver le bonheur, il faut simplement fermer la porte du passé et monter dans un train qui va vers ses rêves. Merci d'avoir été avec moi et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, soutenez la chaîne, abonnez-vous, mettez un j'aime et écrivez dans les commentaires comment vous auriez agi à la place de Violetta et Ermalay. Auriez-vous pu pardonner une telle fille? Votre opinion m'intéresse beaucoup. Et si vous voulez entendre une autre histoire de vie pleine de rebondissements inattendus, cliquez sur le bouton qui vient d'apparaître sur votre écran. À bientôt.